Nathalie, la mécanicienne la plus sous-estimée de la région, arriva à la mine pensant qu'elle allait réparer une simple machine. Mais on se moqua d'elle lorsqu'elle toucha la pelleteuse Hitachi à l'arrêt depuis 2005. Même les ingénieurs du Japon n'avaient pas réussi à la faire démarrer. Imaginez un peu, se moqua le millionnaire, sauf qu'en posant son oreille sur l'acier, elle entendit un claquement étrange, un son que personne n'avait perçu. Nathalie Dubois avait 28 ans en ce mois de mars 2024, mais ses yeux portèrent la sagesse de celle qui avait commencé à travailler alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Ses mains calleuses et marquées par de petites cicatrices de graisse chaude et de métal affûté racontaient des histoires qu'aucun livre technique n'avait jamais enregistrées. Elle se réveillait tous les jours à 4h30 du matin dans la maison simple qu'elle partageait avec sa mère, Madame Monique, dans le quartier de la Paix, en banlieue de Marseille. La routine était toujours la même. Café noir fort, et pain avec de la margarine, et ce rituel silencieux d'enfiler la salopette bleue délavée qui avait déjà 15 ans d'usage. Ce matin-là, Nathalie regardait par la fenêtre du bus qui la menait à une nouvelle journée de travail à l'atelier mécanique d'Antoine, spécialisé dans les équipements miniers. Elle pensait à l'appel téléphonique qu'elle avait reçu la veille, d'un certain directeur des opérations de la mine de Saint-Étienne, celle que tout le monde à Saint-Étienne connaissait, la plus grande productrice de cassitérite de la région. L'homme qui s'était présenté comme Philippe Leclerc avait été direct. « Nathalie, nous avons besoin de vous. Nous avons un équipement à l'arrêt depuis près de 20 ans et nous avons déjà dépensé des millions pour essayer de le faire fonctionner. Votre nom a été le seul que les anciens d'ici ont mentionné avec respect. » Nathalie avait failli raccrocher sur le champ. La mine de Saint-Étienne n'était pas n'importe quel endroit, non. C'était là qu'elle avait commencé à 13 ans comme aide de son beau-père, Monsieur Jean, qui opérait la pelleteuse géante. C'est là qu'elle avait appris avec les vétérans, ces hommes et ces femmes, aux mains épaisses et aux connaissances profondes, les secrets qui font la différence entre une machine qui fonctionne et une machine qui est vraiment performante. C'est là que M. Pierre Martin, le mécanicien légendaire de la mine, lui avait enseigné quelque chose qui avait changé sa vie pour toujours. « Nathalie, ma petite, une machine, ça parle. Elle n'utilise pas de mots comme nous, mais elle parle. Il suffit de savoir écouter. » Et Nathalie avait appris à écouter. Pendant des années, lors des quarts de nuit, quand la mine devenait plus silencieuse, elle posait sa main sur les structures métalliques des pelleteuses Hitachi, des foreuses Atlas Copco, des concasseurs gigantesques, en effet. Chaque claquement, chaque vibration, chaque murmure métallique racontait une histoire. Elle parvenait à identifier une défaillance dans le système hydraulique rien qu'au timbre du son que faisait la pompe. Elle pouvait prévoir quand un roulement allait lâcher 3 semaines avant que tout équipement de diagnostic ne détecte le problème. Les vétérans disaient qu'elle avait un don, mais Nathalie savait que ce n'était pas un don, ce n'était pas de l'attention, c'était du respect pour la machine. C'était comprendre que chaque équipement a sa propre personnalité. Mais la vie avait éloigné Nathalie de la mine de Saint-Étienne. Quand M. Pierre a pris sa retraite en 2005, beaucoup de choses ont changé. Les nouveaux gérants ne valorisaient pas les connaissances pratiques, ils voulaient des diplômes et des certifications internationales. Nathalie, qui n'avait jamais mis les pieds à l'université, fut progressivement mise de côté jusqu'à ce qu'elle parte. Elle passa des années à travailler dans de plus petits ateliers, réparant des camions, des tracteurs, jusqu'à ce qu'Antoine la recrute pour l'atelier spécialisé. Elle était bonne, très bonne, et sa réputation avait grandi. Mais retourner à la mine de Saint-Étienne, cela remuait des sentiments compliqués. Pendant ce temps, à 300 km de là, à Lyon, Michel Dubois se réveillait dans son appartement de luxe de la Presqu'île, avec cette sensation familière de poids sur la poitrine. Il avait 52 ans et une vie que beaucoup envieraient, entrepreneur prospère, héritier de l'une des plus grandes mines de cassitérite du Massif central, associé à des entreprises millionnaires. Mais Michel portait un vide qu'aucun argent ne comblait. 3 ans auparavant, son beau-père Alain Lefebvre était décédé d'une crise cardiaque foudroyante, laissant la mine de Saint-Étienne entre les mains de Michel.
Alain était un homme de la terre qui avait commencé comme chercheur d'or et avait bâti un empire de ses propres mains. Michel, qui avait toujours travaillé dans des bureaux climatisés, gérant des feuilles de calcul et des réunions de conseil, n'avait jamais vraiment compris ce que faisait son beau-père. Mais quand Alain mourut, les autres associés s'attendaient à ce que Michel prenne la relève. Et lui, désespéré, pour prouver qu'il était digne du nom de Lefebvre que portait son épouse Catherine, accepta. Le problème est que Michel ne comprenait rien à l'exploitation minière. Il savait lire des bilans financiers, il savait négocier des contrats, mais quand il s'agissait de l'exploitation d'une mine, il était complètement perdu. Sa solution fut ce que les hommes comme lui font toujours, engager les meilleurs, les plus chers, les plus certifiés. Il fit venir des consultants d'Allemagne, des ingénieurs du Canada, des spécialistes du Japon. Il dépensa des fortunes en analyses et rapports techniques complexes qui remplissaient des étagères entières dans son bureau. Et rien de tout cela ne résolut le plus grand problème de la mine de Saint-Étienne, la pelleteuse Hitachi EG87. Une machine colossale évaluée à 5 millions d'euros qui était complètement à l'arrêt depuis décembre 2005. Michel avait hérité de ce problème avec la mine et cela devenait une obsession. 17 spécialistes internationaux, 4 ans de tentatives, 12 millions d'euros dépensés en pièces et diagnostics, et la maudite machine ne démarrait pas. 000 en production. Les associés devenaient impatients. Certains parlaient déjà de démonter la pelleteuse et de la vendre comme ferraille. Ce matin-là, Michel était irrité. Il venait de sortir d'une vidéoconférence avec les associés où il avait été pratiquement accusé d'incompétence. L'un d'eux, le docteur Alain Bernard, alla droit au but. « Michel, votre beau-père Alain aurait résolu cela en une semaine. Vous avez déjà dépensé plus en consultant que la machine ne vaut. Soit vous résolvez le problème, soit nous vendons la mine. » Le mot incompétent n'avait pas été prononcé, mais il était clair dans l'air. Michel arriva à l'aéroport de Lyon pour prendre le vol pour Toulouse, d'où il continuerait en voiture vers Saint-Étienne, avec ce mélange de colère et de désespoir. Il devait être présent à la mine, il devait faire preuve de fermeté. Le gérant Philippe avait mentionné quelque chose à propos d'engager une autre spécialiste, mais Michel y avait à peine prêté attention. Encore un spécialiste. Encore de l'argent jeté par les fenêtres, pensa-t-il avec amertume. Nathalie arriva à l'entrée principale de la mine de Saint-Étienne, à 7 heures du matin pile. Le portail métallique gigantesque, avec le blason de l'entreprise gravé, était exactement comme elle s'en souvenait. 19 ans s'étaient écoulés, mais cette odeur caractéristique de terre rouge, mêlée de diesel et de graisse, était la même. Elle présenta ses documents au gardien, un jeune homme qu'elle ne connaissait pas, et fut dirigée vers le siège administratif. Le bâtiment de l'administration avait été rénové, mais la structure était la même. Nathalie monta les escaliers en béton jusqu'au 2e étage, où se trouvait la salle de réunion. Ses bottes de sécurité, ses jaunes à embouts d'acier qui avaient plus de 10 ans, faisaient un son familier sur le sol. Elle portait sa salopette bleue habituelle, son casque de sécurité sous le bras et transportait sa boîte à outils de base. Ce n'était pas du luxe, ce n'était pas de la sophistication, mais c'était elle. Quand Nathalie entra dans la salle de réunion, 3 hommes en costume étaient assis autour de la table. L'un d'eux était Philippe, qu'elle reconnut à la voix du téléphone. Les 2 autres étaient inconnus. Philippe se leva avec un sourire. « Nathalie, je suis content que vous ayez accepté de venir. Laissez-moi vous présenter. » Mais avant que Philippe ne puisse terminer, la porte s'ouvrit à nouveau et Michel Dubois entra. Il était arrivé de Lyon ce matin-là, directement de l'aéroport, portant encore un costume et une cravate chère qui contrastaient absurdement avec l'environnement industriel. Michel regarda Nathalie et son expression fut d'une confusion visible. « Philippe !» dit Michel, avec ce ton de celui qui est habitué à être obéi. « J'ai demandé un café et quelques croissants pour la réunion avec la spécialiste. » Philippe cligna des yeux, confus. « Mais, docteur Michel, la spécialiste est déjà arrivée. » Michel regarda Nathalie à nouveau,
maintenant avec quelque chose entre surprise et incrédulité. Ses yeux parcoururent la salopette bleue délavée, les bottes usées, le casque sous son bras. Il y eut un silence gênant. Demanda Michel, et le ton de la question portait quelque chose que Nathalie connaissait bien. Doute, incrédulité, mépris mal dissimulé. « Je suis Nathalie », répondit-elle d'une voix ferme, le regardant droit dans les yeux. Nathalie Dubois, spécialiste en équipement minier lourd, avec un accent sur la récupération de machines Hitachi de grande taille. Michel esquissa un demi-sourire de ceux qui n'atteignent pas les yeux. « Je vois. Et quelle est votre formation académique ?»« Ingénierie mécanique, Université fédérale. Je n'ai pas de diplôme universitaire, » dit Nathalie, sans détourner le regard. « Ma formation vient de 15 ans de travail direct avec ces équipements. J'ai commencé ici dans cette mine en 2002, quand j'avais 13 ans. Pouviez-vous percevoir le changement dans l'air ?» Michel se redressa sur sa chaise et ce demi-sourire devint plus prononcé, plus condescendant. « Ah, je vois, sans formation académique formelle. » Il regarda Philippe avec une expression qui disait clairement « C'est ça que vous avez ramené, docteur. » Philippe tenta d'intervenir. « Nathalie a une réputation exceptionnelle dans la région. » Michel l'interrompit. « On engageait beaucoup de gens par sentimentalisme, mais nous avons affaire à une machine de 45 millions d'euros que 17 ingénieurs formés dans les meilleures universités du monde ont tenté de réactiver. Des ingénieurs avec des doctorats, avec des certifications internationales. » Il regarda Nathalie à nouveau, sans vouloir vous manquer de respect. Mais il ne me semble pas que vous ayez le profil technique nécessaire pour ce type de défi. Nathalie sentit cette sensation familière dans son estomac. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la tristesse, c'était de la lassitude de devoir prouver, toujours prouver qu'elle savait ce qu'elle faisait. Demanda-t-elle, gardant sa voix calme. Voir, Michel eut un rire court et sec. Écoutez, j'apprécie votre bonne volonté, mais nous ne pouvons pas avoir des personnes sans qualification adéquate s'approchant d'équipements de cette envergure. C'est une question de sécurité, de responsabilité légale, vous comprenez? Les jours suivants furent une descente lente et douloureuse pour Nathalie. Michel ne la renvoya pas, non. Il fit quelque chose de pire. Il la garda employée, mais la rendit invisible. La première semaine, il organisa une réunion technique avec toute l'équipe d'ingénieurs internationaux qui travaillaient sur le cas de la pelleteuse, l'Allemand Klaus Schmidt, avec son doctorat de l'Université technique de Munich. Le Canadien David Tremblay, spécialiste en système hydraulique minier, la Japonaise Yoko Tanaka, ingénieure de diagnostic de chez Hitachi même, 5 hommes en costume, 3 femmes en blouse blanche avec des badges de certification accrochés au cou, et Nathalie. Eh bien, Nathalie n'avait pas été informée de la réunion. Elle le découvrit par hasard, alors qu'elle était à la cantine de la mine, en train de prendre un café, et entendit 2 techniciens commenter « La grande réunion est à 2 heures, n'est-ce pas ?» Nathalie regarda l'horloge. 1h40. Elle monta en courant à la salle de conférence au 2e étage. Elle arriva en sueur, et quand elle ouvrit la porte, tous les regards se tournèrent vers elle. Michel était debout, présentant des graphiques sur un projecteur. Il s'arrêta, regarda Nathalie, avec cette expression de quelqu'un qui a été interrompu au milieu de quelque chose d'important. Demanda-t-il froidement. « Philippe m'a engagé pour travailler sur la pelleteuse, » dit Nathalie, essayant de reprendre son souffle. « J'ai pensé que je devais être à cette réunion. »« Ah oui, Nathalie. » Michel prononça son nom comme s'il se souvenait avec effort. Écoutez, c'est une discussion très technique. Système d'allumage électronique, analyse de circuits intégrés, spécifications d'ingénierie qui exigent une formation spécifique. Nous ne voulons pas que vous vous sentiez perdu. Pourquoi n'attendez-vous pas à la réception? Quand nous aurons besoin de quelque chose de plus pratique, nous vous appellerons. Klaus Schmidt laissa échapper un petit rire et Yoko Tanaka regarda son ordinateur portable, clairement mal à l'aise.
Nathalie sentit le sang lui monter au visage, mais garda sa voix ferme. « Je m'y connais en système d'allumage. J'ai travaillé avec des équipements Hitachi pendant des années. » « Bien sûr, bien sûr. » Michel dit avec ce ton paternaliste condescendant. « Mais une chose est de travailler comme opératrice, de manipuler les leviers, d'appuyer sur des boutons. Une autre est de comprendre l'ingénierie derrière. Ce sont des niveaux de complexité différents, vous comprenez? Ce n'est rien de personnel. » Nathalie resta immobile à la porte pendant 3 secondes, qui parurent éternelles. Puis elle sortit en fermant la porte doucement. Dehors, elle s'appuya contre le mur du couloir et respira profondément. Ses mains tremblaient légèrement. Elle pensa à son beau-père, Monsieur Jean, qui était décédé 7 ans auparavant d'une cirrhose. Elle pensa à Monsieur Pierre, qui lui avait tout appris sur ses machines. Elle pensa à sa mère, Madame Monique, et qui se réveillait tous les jours à 5 heures du matin pour nettoyer les maisons des gens riches. « Tu es plus forte que ça, ma petite. » Elle entendit la voix de sa mère dans sa tête. « Tu l'as toujours été. » Mais être forte ne rendait pas cela moins humiliant. Les semaines suivantes établirent un schéma cruel. Michel permettait à Nathalie d'accéder aux documents techniques, mais toujours supervisée par un ingénieur homme. Quand elle allait inspecter la pelleteuse sur le terrain, un technicien de sécurité la suivait de près, invoquant le protocole. Nathalie n'était pas stupide. Elle savait qu'aucun des ingénieurs internationaux n'avait cette même supervision constante. Pendant les inspections, Nathalie observait tout avec une attention méticuleuse. L'Hitachi EG87 était une créature magnifique, même à l'arrêt. 23 mètres de hauteur, 360 chevaux de puissance. La benne avait une capacité de 47 traîtres de matériaux, équivalent à 20 camions bennes chargés. C'était l'une des plus grandes pelleteuses du monde, et elle était là, silencieuse, morte depuis 19 ans. Nathalie passait des heures à examiner chaque détail, posait sa main sur le métal, sentait la température, cherchait des vibrations résiduelles, notait tout dans un carnet usé, les points de défaillance possibles, les systèmes qui méritaient une attention particulière, les modifications qu'elle percevait avoir été faites au fil des ans. Et elle commença à remarquer des choses, de petites choses, que les ingénieurs avec leurs équipements sophistiqués ne voyaient pas. Lors d'une réunion d'analyse hebdomadaire, Nathalie leva timidement la main. Michel, surpris, lui donna la parole. « J'ai remarqué que le système hydraulique principal a quelques marques manuscrites sur les valves. Ce ne sont pas des marques d'usine. Elles ressemblent à des modifications faites ici même dans la mine. » Klaus Schmidt fronça les sourcils. « Modification artisanale. Impossible. Nous avons vérifié toutes les spécifications par rapport au manuel original d'Hitachi de 1998. Tout est conforme à la norme, mais les marques sont là, insista Nathalie. Je les ai vues. Il y a une valve avec des initiales manuscrites, PM, et une date de 2004. Michel nota quelque chose sur sa tablette. Intéressant. Klaus, pouvez-vous vérifier cela? Klaus acquiesça de mauvaise grâce. La réunion continua. 3 jours plus tard, lors d'une autre réunion, Michel présenta une découverte importante. L'ingénieur Klaus a identifié des modifications non autorisées dans le système hydraulique, annonça-t-il fièrement, montrant des photos sur le projecteur. Cela pourrait être un indice crucial pour comprendre la défaillance. Nathalie écarquilla les yeux. C'étaient exactement les valves qu'elle avait mentionnées. Klaus recevait le crédit pour son observation. Elle regarda autour de la pièce. Philippe, le gérant qui l'avait embauché, évita son regard. Les autres ingénieurs prenaient des notes comme si c'était réellement la découverte de Klaus. « Excusez-moi, » interrompit Nathalie, sa voix tremblant légèrement, « mais j'ai mentionné ces valves il y a 3 jours, lors de la réunion de jeudi. » Michel la regarda avec cette expression neutre. « Oui, vous avez mentionné quelques marques, mais Klaus a fait l'analyse technique appropriée, a identifié spécifiquement quelle valve, a pris les mesures précises, a comparé avec les normes ISO. C'est le processus qui compte, vous comprenez. N'importe qui peut voir une marque,
Comprendre ce qu'elle signifie requiert de l'expertise, ajouta Klaus avec son accent allemand prononcé. La précision scientifique est fondamentale. Nous ne pouvons pas travailler avec, comment dire, des suppositions et des intuitions. Nathalie sentit quelque chose se briser en elle. Ce n'était pas la première fois qu'on lui volait son crédit. Mais là, dans cette pièce, devant 10 professionnels, cela faisait mal différemment. Elle resta silencieuse pour le reste de la réunion. Michel, pendant ce temps, portait ses propres démons. Les nuits où il séjournait à l'hôtel de la mine, il appelait son épouse Catherine, à Lyon. Les conversations étaient toujours tendues. « Les associés font pression à nouveau », disait Catherine d'une voix fatiguée. « Le docteur Alain a appelé ici à la maison, Michel. Il a dit que mon père n'aurait jamais laissé la situation en arriver là. »« Je sais », répondait Michel en passant la main dans ses cheveux grisonnants. « Je sais, Catherine. Tu dois prouver que tu es capable. Pour moi, pour nos enfants, pour la mémoire de papa. » Ah, la mémoire d'Alain. Cela pesait sur Michel comme une pierre. Alain Lefebvre avait été tout ce que Michel n'était pas. Un homme pratique qui comprenait la terre et les machines, qui avait gagné le respect par un travail acharné. Michel s'était marié avec Catherine 28 ans auparavant, et Alain l'avait toujours traité avec éducation. Mais Michel savait, il avait toujours su que son beau-père doutait de lui. « Tu es bon avec les chiffres, Michel », disait souvent Alain, « mais tu ne comprends pas ce qui compte vraiment. » Et maintenant, avec Alain mort, Michel avait la chance de prouver qu'il était digne, qu'il pouvait diriger. Le problème est que Michel était terrifié. Il ne comprenait rien à ces machines gigantesques, à ces systèmes complexes. Alors, il faisait ce qu'il avait toujours fait. Il engageait les meilleurs spécialistes, les plus chers, et espérait qu'ils résoudraient le problème. Mais il devenait évident que cela ne fonctionnait pas. 12 millions d'euros déjà dépensés, 4 ans de tentatives. Et chaque mois qui passait, les associés devenaient plus impatients. Le moment le plus dégradant pour Nathalie arriva la 5e semaine. Michel organisa une visite d'investisseurs japonais de la Mitsui Corporation, intéressés par l'achat de 30% de participation dans la mine. C'était une négociation de 150 millions d'euros cruciale pour la survie de l'opération. Michel prépara une présentation technique élaborée sur les efforts pour réactiver la pelleteuse. Il utilisa toutes les analyses que Nathalie avait faites ces dernières semaines, ses diagrammes de circuits hydrauliques, ses notes sur les points de défaillance possibles, ses suggestions de procédures de test. Tout était là dans la présentation PowerPoint de 60 diapositives méticuleusement organisées. La veille de la réunion, Nathalie demanda à Philippe l'heure. « J'imagine que je vais présenter la partie technique, n'est-ce pas, puisque j'ai fait les analyses ?» Philippe fut visiblement mal à l'aise. « Nathalie, le docteur Michel a décidé que Klaus présentera. Il pense que les Japonais vont, prendre cela plus au sérieux, venant d'un ingénieur avec un doctorat. Mais c'est mon travail, dit Nathalie, sentant l'indignation monter. J'ai passé des semaines sur ces analyses. Je sais. Écoutez, ce n'est rien de personnel, c'est juste que les Japonais sont très traditionnels, très formels. Le docteur Michel pense qu'une femme présentant des questions techniques pourrait donner une mauvaise impression sur notre sérieux. » Nathalie resta silencieuse un long moment. Philippe ne put la regarder dans les yeux. « Il a demandé que vous aidiez à servir le café et l'eau aux visiteurs. C'est important aussi, Nathalie. L'hospitalité fait partie de la négociation. » Ce jour-là, Nathalie pensa sérieusement à partir, à prendre ses outils, à monter dans le bus et à ne plus jamais revenir. Mais quelque chose la retint. Peut-être était-ce de l'orgueil, peut-être était-ce la mémoire de M. Pierre, disant « Ne les laisse pas te briser, ma petite, tu vaux mieux que ça. » Ou peut-être était-ce juste de l'entêtement. Le lendemain, Nathalie enfila un pantalon de ville qu'elle avait emprunté à sa mère et une simple blouse blanche. Elle attacha ses cheveux en chignon. Elle servit le café à 7 hommes japonais en costume impeccable. Pendant que Klaus Schmidt présentait ses analyses
comme si elles étaient les siennes, elle vit ses diagrammes être montrés, entendit ses conclusions être expliquées avec un accent allemand, regarda des hommes d'un autre continent hocher la tête, approuvant le travail exceptionnel du docteur Schmidt. Michel ne mentionna le nom de Nathalie pas une seule fois pendant les 4 heures de réunion. Quand les Japonais partirent, Nathalie resta seule dans la salle de conférence, ramassant les tasses de café vides et les serviettes usagées. Ses mains tremblaient tandis qu'elle empilait les assiettes. Elle regarda par la fenêtre vitrée et vit la pelleteuse Hitachi au loin, à l'arrêt, morte, un géant d'acier silencieux contre le ciel orangé de fin d'après-midi. « Je vais te faire fonctionner », murmura-t-elle à elle-même. « Pour personne, même si c'est la dernière chose que je fais, je vais te faire fonctionner. » Mais à ce moment-là, Nathalie ne savait pas qu'elle n'aurait qu'une semaine de plus. Une semaine avant que Michel n'annonce que la pelleteuse serait déclarée perte totale. Une semaine avant que tout ne change. 3 mois s'étirèrent comme des années pour Nathalie. 3 mois d'humiliations, petites et grandes, de réunions dont elle était exclue, de crédits volés, d'être traitée comme invisible. Mais elle continua à travailler, continua à observer, continua à tout noter dans ce carnet usé qui avait déjà plus de 200 pages remplies. Les ingénieurs internationaux tentèrent de tout. 000. Yoko Tanaka fit venir un technicien directement de Tokyo, un homme de 60 ans qui passa 2 semaines à analyser chaque circuit électrique. David Tremblay proposa de remplacer le moteur entier par un reconditionné, estimé à 8 millions d'euros. Rien ne fonctionna. La pelleteuse restait morte, obstinément silencieuse. La pression sur Michel devenait insupportable. Les associés convoquèrent 3 réunions d'urgence à Lyon. Lors de la dernière, le docteur Alain Bernard fut brutal. « Michel, cela fait déjà 4 ans et 16 millions d'euros dépensés. Votre beau-père Alain se retournerait dans sa tombe. Soit vous résolvez cela en 1 mois, soit nous vendons la machine comme ferraille et vous quittez la direction. » Michel retourna à Saint-Étienne ce lundi de juin, avec un ultimatum clair. Il convoqua une réunion générale avec toute l'équipe technique. Nathalie était là au fond de la salle, comme toujours, invisible parmi 12 hommes et 3 femmes, tous avec des badges d'entreprises internationales accrochés au cou. « Mesdames et messieurs », commença Michel, et sa voix portait une profonde lassitude. « Vous avez 1 semaine, 7 jours pour un diagnostic définitif. Si d'ici vendredi prochain, nous n'avons pas une voie claire pour réactiver cette machine, elle sera démontée et vendue comme ferraille. La décision a déjà été prise par les actionnaires. » Le silence dans la salle était pesant. Klaus Schmidt regarda Yoko Tanaka. David Tremblay tripotait nerveusement son ordinateur portable. 1 semaine, 7 jours pour résoudre ce que 4 ans n'avaient pas résolu. Michel continua. « Mon beau-père, Alain Lefebvre, avait l'habitude de dire que cette pelleteuse avait un secret que lui seul connaissait. Il est mort sans le révéler. Et moi, honnêtement, je pense que ce n'était que des paroles de vieil homme nostalgique. Mais si l'un d'entre vous a une intuition, une théorie folle, c'est le moment. Nous n'avons plus rien à perdre. » Nathalie sentit quelque chose bouger en elle quand Michel mentionna ce fameux secret. Elle se souvint de Monsieur Pierre. Elle se souvint des après-midi où il travaillait sur cette même pelleteuse, faisant des ajustements qu'aucun manuel n'enseignait. « Chaque machine a son âme, Nathalie, disait-il en calibrant les valves avec une précision presque mystique. Et celle-ci est spéciale. » Les jours suivants furent un chaos organisé. Les ingénieurs travaillèrent par quart de 16 heures, testant des théories de plus en plus désespérées. Nathalie continuait d'être tenue à distance, toujours supervisée, toujours pour la sécurité, mais elle observait tout, notait tout. Le jeudi, 4 jours avant la date limite, quelque chose de différent se produisit. Le technicien de sécurité, qui la supervisait normalement, M. Raymond, un homme de 50 ans qui connaissait Nathalie depuis qu'elle était enfant, s'approcha d'elle à la cantine. « Nathalie, dit-il doucement, vous devez vous approcher de cette machine seule, sans cette bande d'étrangers sur votre dos, vous le savez. »« Je le sais, mais le docteur Michel n'autorise pas, » répondit Nathalie. « Le docteur Michel n'a pas besoin de tout savoir. » Monsieur Raymond cligna de l'œil.
Demain après-midi, les ingénieurs seront tous en réunion technique au bureau central. La pelleteuse sera vide. J'oublierai de verrouiller le portail du secteur. Vous avez 2 heures. Faites ce que vous avez à faire. Nathalie regarda cet homme qui avait travaillé avec son beau-père, un qui l'avait vu grandir dans cette mine. Pourquoi faites-vous cela? Parce que Monsieur Jean était mon ami. Parce que je vous ai vu apprendre avec les meilleurs, et parce que cette bande de docteurs là-bas ne sait pas ce que nous savons. Qu'une machine ne fonctionne pas seulement avec la théorie, elle fonctionne avec le respect. Il lui toucha l'épaule. Allez-y demain, montrez-leur. Le vendredi à 14 heures, Nathalie s'approcha de l'Hitachi EG87 pour la première fois sans supervision. Le soleil de juin était brûlant, la chaleur atteignait les 40 degrés et l'air tremblait au-dessus du métal surchauffé de la machine. Elle resta immobile un instant, juste à regarder, 23 mètres de hauteur, 600 tonnes de complexité mécanique. Nathalie monta l'échelle latérale jusqu'à la cabine de l'opérateur. Elle s'assit sur le siège usé, posa ses mains sur le volant, ferma les yeux. « Monsieur Pierre », murmura-t-elle à l'air chaud, « aidez-moi ici, montrez-moi ce que leurs yeux ne voient pas. » Elle descendit et se dirigea vers le compartiment moteur. Elle ouvrit les panneaux d'accès, exposant le cœur de la machine. 360 chevaux. Elle posa sa main sur le métal. C'était chaud à cause du soleil, mais sans la vibration de fonctionnement. Métal mort. « Monsieur Raymond !» cria-t-elle. Le technicien apparut. « J'ai besoin d'un opérateur pour tenter l'allumage pendant que je reste ici en bas. Pouvez-vous faire ça ?» 10 minutes plus tard, Monsieur Raymond était dans la cabine. « Prête !» cria-t-il par la fenêtre. « Essayez !» cria Nathalie en retour. Le son du démarreur résonna dans la mine. 1, 2, 3 tours. Le moteur essayait de démarrer, échouait, essayait à nouveau. Nathalie avait sa main droite posée sur le bloc moteur, la gauche sur le système hydraulique principal. Elle ferma les yeux, bloqua tous les autres sons et se contenta de sentir. Et puis elle entendit un claquement si subtil, si rapide, qui dura moins d'une demi-seconde, mais il était là. Un claquement métallique venant du circuit hydraulique, spécifiquement de la région des valves de contre-pression. Nathalie connaissait ce son. Elle avait entendu ce son auparavant, 19 ans auparavant, quand elle avait 13 ans, et qu'elle observait Monsieur Pierre travailler. Ses yeux s'écarquillèrent. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « C'est toi !» Nathalie courut littéralement, traversant la cour de la mine, monta les escaliers du bâtiment administratif en trombe, arriva à la salle de réunion, les cheveux ébouriffés et la sueur coulant sur son visage. Elle ouvrit la porte sans frapper, interrompant Klaus Schmidt au milieu d'une présentation sur l'analyse thermique différentielle. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Michel était assis au bout de la table, et son expression était d'une pure indignation. « Nathalie, que signifie cette intrusion? Nous sommes en pleine réunion technique cruciale, la valve de contre-pression. » Nathalie l'interrompit, encore haletante. « Dans le circuit hydraulique principal a été modifié. Ce n'est pas la pièce originale d'Hitachi. » Klaus Schmidt ajusta ses lunettes, visiblement irrité. Nous avons déjà vérifié cela il y a des semaines. Toutes les valves correspondent aux spécifications du manuel technique de 1998. J'ai moi-même vérifié personnellement. Vous avez vérifié par rapport au manuel? Insista Nathalie. Mais la valve a été modifiée ici à la mine. C'est une pièce artisanale qui a été soudée par-dessus l'original. C'est pourquoi vos équipements ne l'ont pas détectée. Yoko Tanaka fronça les sourcils. Les modifications non autorisées sur un équipement Hitachi sont extrêmement rares et violeraient toutes les garanties. Improbable. Je sais qu'elle a été modifiée, dit Nathalie, et sa voix était ferme maintenant, parce que j'étais ici quand M. Pierre Martin a fait la modification en 2004. Le silence qui tomba sur la salle fut absolu. On pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation, le tic-tac au mur. Michel se pencha en avant, les yeux fixés sur elle. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» Nathalie respira profondément.
C'était maintenant. Il n'y avait plus de retour en arrière. De 2002 à 2007, j'ai travaillé dans cette mine. J'avais 13 ans quand j'ai commencé comme aide de mon beau-père, Jean Dubois, qui était opérateur en chef de l'Hitachi. Monsieur Pierre Martin était le mécanicien vétéran en qui votre beau-père, Alain Lefebvre, avait plus confiance qu'en n'importe quel ingénieur. Et en 2004, quand nous extrayions un filon de cassitérite extrêmement dur dans le secteur nord, Monsieur Pierre a développé une modification sur la valve de contre-pression pour augmenter la pression hydraulique de 15%. Cela a fonctionné parfaitement, mais la modification dépendait d'un ajustement manuel très spécifique qui ne figure dans aucun manuel d'Hitachi. Klaus commença à parler, mais Nathalie le coupa. Quand Monsieur Pierre a pris sa retraite fin 2005, il a essayé d'enseigner la procédure aux nouveaux mécaniciens. Mais c'était compliqué. Cela exigeait de l'expérience. Cela exigeait de la sensibilité. Au début de 2006, la pelleteuse a commencé à présenter des défaillances intermittentes. En décembre de cette année-là, elle s'est arrêtée complètement. Monsieur Pierre était déjà parti rejoindre sa famille à Limoges et le savoir est mort avec lui. Michel se leva lentement, comme si le poids de cette révélation avait besoin de temps pour être traité. Il regarda Nathalie avec une expression qui mêlait incrédulité, colère et quelque chose qui ressemblait étrangement à de la peur. « Vous êtes en train de me dire que vous avez travaillé dans cette mine, que vous connaissiez mon beau-père ?»« Oui, je le connaissais, » confirma Nathalie. « Monsieur Alain m'appelait la petite de Pierre, parce que j'étais toujours collé à Monsieur Pierre en train d'apprendre. Il disait que j'avais du talent, que j'écoutais les machines d'une manière que les autres n'écoutaient pas. » Klaus Schmidt se leva, visiblement offensé. « C'est ridicule. Nous avons scanné chaque centimètre de ce système hydraulique avec un équipement à ultrasons de dernière génération. S'il y avait eu une modification artisanale, nous l'aurions détectée. »« Vous avez cherché des défaillances, » répondit Nathalie, le regardant droit dans les yeux. « Pas des améliorations. La modification de Monsieur Pierre n'est pas un défaut, c'est un coup de génie. Elle est soudée d'une manière qui semble faire partie de la structure originale, sauf qu'il y a un détail. Elle a des marques manuscrites, des initiales et une date. » David Tremblay, le Canadien, croisa les bras. « Quel type de marque ?»« PM 2004, 3-5 bars, 42 C. Les initiales sont celles de Pierre Martin. Les chiffres sont les spécifications de calibrage qu'il utilisait. » Yoko Tanaka tapait furieusement sur son ordinateur portable. Nos registres montrent que la pelleteuse a fonctionné avec une performance supérieure à la moyenne entre 2004 et 2005, 15% au-dessus des spécifications d'usine. À l'époque, nous avons attribué cela à des conditions opérationnelles favorables. « Ce n'étaient pas des conditions favorables, » dit Nathalie. « C'était la modification de Monsieur Pierre. » Michel passa la main sur son visage. 4 ans, 16 millions d'euros. 17 ingénieurs. Et la réponse était dans la mémoire d'une femme qu'il avait traitée d'incapable pendant 3 mois. « Prouvez-le, » dit-il, et sa voix sortit plus dure qu'il ne l'avait voulu. « Montrez cette valve modifiée maintenant. » 20 minutes plus tard, toute l'équipe était autour de la pelleteuse, sous le soleil brûlant de juin. Nathalie demanda des outils spécifiques, clés dynamométriques de 3-4, lampes torches de haute puissance, miroirs d'inspection. Elle monta sur la structure latérale avec une agilité qui révélait des années de pratique. Elle ouvrit le panneau d'accès au système hydraulique et commença à démonter avec une précision chirurgicale. Klaus était à côté d'elle, avec sa tablette, filmant tout. David Tremblay tenait une caméra thermique et Yoko Tanaka avait un manomètre. Tous sceptiques, tous attendant qu'elle échoue. Nathalie travailla en silence pendant 15 minutes. Ses mains calleuses se mouvaient avec une confiance absolue, retirant les protections, déconnectant les tuyaux, jusqu'à ce qu'elle expose finalement la valve de contre-pression principale. « Là, » dit-elle, en montrant du doigt. « Vous voyez ?» Klaus approcha la caméra et alors ses yeux s'écarquillèrent. Mon Dieu! La valve avait une section soudée à la main qui n'était clairement pas d'usine.
Et là, gravé dans le métal avec une pointe de soudure, était écrit en portugais 3-5 bar 40 degrés PM 2004. Impossible, murmura Klaus. Nos scanners, comment n'avons-nous pas détecté cela? Parce que vous cherchiez des schémas de défaillance industrielle et ce que vous avez dit, regardant avec une expression de respect croissant. Non, un artisanat technique de haute précision. C'est de l'ingénierie de terrain du plus haut niveau. David Tremblay photographiait sous tous les angles. La soudure est impeccable. Quiconque a fait cela avait des décennies d'expérience. Monsieur Pierre avait 43 ans d'expérience quand il a fait cette modification, dit Nathalie avec fierté dans la voix. Il a commencé à travailler avec des pelleteuses en 1961, quand les machines étaient encore manuelles. Il connaissait le métal comme personne. Michel était pâle. Il regarda la valve, les marques manuscrites. Nathalie. Et vous savez comment la faire fonctionner? Oui, je sais. Nathalie descendit de la structure. Mais cela prendra du temps. Le calibrage dépend de la température ambiante, de la viscosité de l'huile hydraulique et d'un ajustement manuel qui doit être fait en sentant la vibration du système. Il n'y a pas moyen de mesurer avec un équipement. Il faut le faire à la main, à l'oreille, avec l'expérience. Klaus commença à parler de protocole scientifique, mais Michel l'interrompit d'un geste de la main. « Combien de temps avez-vous besoin ?»« 4 heures ?» répondit Nathalie. « Peut-être 5. Vous avez 6, dit Michel. Faites ce que vous avez à faire. » Les 6 heures suivantes furent les plus intenses de la vie de Nathalie. Elle travailla seule, refusant l'aide des ingénieurs. Ce n'était pas quelque chose qui s'enseignait dans les manuels ou les universités. C'était un savoir viscéral, transmis de main en main, de génération en génération de mécaniciens qui respectaient les machines comme des êtres vivants. Elle ajusta la valve au millimètre près, attendit que l'huile chauffe sous le soleil, ajusta de nouveau, posa sa main sur la tuyauterie, sentant des vibrations microscopiques. Elle alluma et éteignit le système hydraulique auxiliaire des dizaines de fois, écoutant, toujours écoutant, ce claquement spécifique qui indiquait la pression correcte. Quand le soleil commença à se coucher, teignant le ciel d'orange et de rose, Nathalie descendit finalement de la pelleteuse. Ses vêtements étaient trempés de sueur et de graisse. Son visage avait des taches d'huile, mais ses yeux brillaient. « Elle est prête », dit-elle. « Quelqu'un peut-il tenter l'allumage ?» Monsieur Raymond monta dans la cabine. La mine entière sembla s'arrêter pour regarder. Les travailleurs sortirent de leur car. Les gérants apparurent aux fenêtres des bureaux. Même le personnel de la cuisine vint dans la cour. Tout le monde savait ce qui était en jeu. Raymond tourna la clé. Le démarreur gémit 1 fois, 2 fois. À la 3e, le moteur diesel Cummins toussa, hésita et puis rugit de nouveau à la vie avec un son qui résonna dans toute la mine. 600 tonnes d'acier vibrèrent. Les systèmes hydrauliques sifflèrent, gagnant en pression. Les lumières du tableau de bord s'allumèrent une par une. L'Hitachi EG87 était vivante. Après 19 ans de mort, elle était vivante. Le cri qui résonna dans la cour fut assourdissant. Les travailleurs s'embrassaient, sautaient et pleuraient. Monsieur Raymond descendit de la cabine, les larmes coulant sur son visage. « Jean, tu vois ça de là-haut, Nathalie? Ton père voit ?» Nathalie était immobile, tremblante, tandis que des gens qu'elle connaissait depuis l'enfance l'embrassaient, criaient son nom, la soulevaient en l'air. Klaus Schmidt et les ingénieurs internationaux étaient sous le choc silencieux, observant leurs millions en équipements sophistiqués être surpassés par une femme en salopette bleue et avec des connaissances pratiques. Et Michel Dubois était seul au milieu de la cour, observant tout, sentant le poids écrasant de sa propre arrogance. La femme qui l'avait humilié, qui l'avait exclu, qui l'avait traité d'incapable, venait de sauver son entreprise d'une faillite imminente. Cette nuit-là, il frappa à la porte du logement de Nathalie. Quand elle ouvrit, il tenait une enveloppe. « 500 000 €, dit-il sans détour. « Une gratification spéciale pour votre travail extraordinaire et mes excuses pour le traitement que vous avez reçu. » Nathalie regarda l'enveloppe, puis le regarda et lui rendit l'enveloppe. «
Je ne veux pas votre argent, docteur Michel. Alors, que voulez-vous? Nathalie lui tendit une feuille de papier pliée. Ma lettre de démission, avec chaque humiliation que j'ai subie ici documentée, chaque réunion dont j'ai été exclu, chaque crédit volé, chaque fois que vous m'avez traité comme si je ne savais rien. Elle le regarda dans les yeux. Je mérite de travailler là où mes connaissances sont respectées dès le premier jour. Pas après avoir sauvé l'entreprise. Et elle lui claqua la porte au nez. 8 mois plus tard, par un matin froid de février, la mine de Saint-Étienne opérait à sa capacité maximale pour la première fois en 2 décennies. Le son des pelleteuses, des foreuses, des camions chargés résonnait dans la vallée comme une symphonie industrielle parfaitement accordée. Et au centre de tout, commandant la plus grande opération d'expansion que la mine ait jamais vue, se trouvait Nathalie Dubois. 500 000 € de Michel cette nuit-là. Mais 3 jours plus tard, quand les associés de la mine convoquèrent une réunion d'urgence et entendirent le récit complet des humiliations qu'elle avait subies, ils firent une offre différente, une offre que Michel fut obligé de soutenir s'il voulait conserver son poste. 50 000 € mensuels, participation aux bénéfices de la mine et, plus important encore, une autonomie complète pour embaucher, licencier et restructurer comme elle le jugerait nécessaire. Ce fut la première fois dans l'histoire de l'exploitation minière française qu'une femme sans diplôme universitaire assumait un poste de direction dans une opération de cette envergure. Klaus Schmidt était toujours là, mais travaillait maintenant sous la supervision directe de Nathalie et avait appris plus sur la mécanique pratique en 8 mois qu'en 15 ans de doctorat en Allemagne. Ce matin de février, il était à ses côtés dans la salle de contrôle, révisant les spécifications pour la 2e pelleteuse Hitachi qu'il venait d'acheter. « Nathalie », dit Klaus, avec son accent allemand qui s'était adouci, « la valve de contre-pression de cette nouvelle machine. Pensez-vous que nous devrions faire une modification similaire? » « Non », répondit Nathalie sans quitter les moniteurs des yeux. Chaque machine a une personnalité différente. On ne réplique pas les modifications sans comprendre d'abord ce dont elle a besoin. Nous allons opérer selon les normes d'usine pendant 6 mois, collecter des données et ensuite nous déciderons. Klaus nota tout. Il avait apporté des carnets entiers remplis d'observations que Nathalie faisait occasionnellement. J'ai passé 4 ans à étudier la théorie des systèmes hydrauliques, avait-il avoué à elle des semaines auparavant. Et vous m'avez appris en 2 mois plus que je n'ai appris dans toute l'université. L'équipe que Nathalie avait montée était révolutionnaire. 47 professionnels, dont 23 femmes. Elle était allée chercher des mécaniciennes, des opératrices et des techniciennes qui travaillaient dans de petits ateliers, sous-estimés, invisibles. Des femmes comme elle qui avaient des connaissances, mais n'avaient pas d'opportunités. La productivité de la mine avait augmenté de 32% en 6 mois. Mais le changement le plus important que Nathalie avait mis en œuvre fut le programme Pierre Martin de valorisation des connaissances pratiques. Tout vétéran de l'exploitation minière dans la région de Saint-Étienne, hommes et femmes avec plus de 20 ans d'expérience, furent invités à agir comme consultants permanents. 10 000 € mensuels pour passer 1 jour par semaine à la mine, partageant des décennies de sagesse pratique avec les ingénieurs plus jeunes. Monsieur Raymond, le technicien de sécurité qui avait aidé Nathalie ce jour crucial, était maintenant consultant senior en opération. Madame Monique, qui avait été opératrice de concasseur pendant 30 ans avant de prendre sa retraite, est revenue pour enseigner la lecture des vibrations qu'aucun capteur électronique ne pouvait capter. Ils ont même réussi à localiser Monsieur Pierre à Toulouse, en Occitanie, et l'ont ramené pendant 1 semaine pour documenter toutes ses connaissances en vidéo. Il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre dans les livres, a dit Monsieur Pierre devant les caméras, les mains encore fermes à 72 ans. Il faut être là. Il faut sentir la machine respirer. Il faut la respecter comme une partenaire de travail, pas comme un outil. Et Nathalie, depuis toute petite, elle a compris ça. C'est pour ça qu'elle est spéciale. Philippe Dubois était encore directeur général de la mine de Saint-Étienne, mais son pouvoir avait été considérablement réduit. Les associés avaient été clairs.
Les décisions opérationnelles passaient par Nathalie. Philippe s'occupait de la partie administrative, financière et commerciale. Et pour la première fois de sa vie, il avait appris à écouter avant de juger. Ce matin de février, Philippe est entré dans la salle de contrôle où Nathalie travaillait. « Bonjour Nathalie. Les Japonais de Mitsui vont revenir la semaine prochaine. Ils veulent augmenter leur participation de 30 à 45%. Et vous voulez que je présente les résultats ? A demandé Nathalie sans le regarder, concentrée sur les moniteurs. Non, Nathalie, a-t-il répondu. C'est vous qui allez présenter. C'est votre travail, votre succès, votre équipe. Il a hésité. Nathalie l'a finalement regardé. Philippe avait vieilli. C'était visible, plus de cheveux blancs, plus de rides autour des yeux. Mais il y avait aussi quelque chose de différent, de l'humilité, une vraie humilité. Mon beau-père Alain, a continué Philippe, il a essayé de m'enseigner pendant des années que la vraie connaissance vient de l'expérience, pas des diplômes. Je n'ai jamais voulu écouter. Je pensais qu'il était démodé, qu'il était coincé dans le passé, mais il avait raison, et j'ai failli détruire ce qu'il avait construit à cause de mon arrogance. Il a regardé Nathalie. Vous m'avez donné une leçon qu'aucune université n'aurait pu donner. Nathalie n'a pas répondu immédiatement. Elle s'est souvenue de tous les moments d'humiliation, de toutes les fois où elle avait été invisible, de toutes les réunions dont elle avait été exclue, mais elle s'est aussi souvenue de quelque chose que M. Pierre disait toujours. « Garder rancune ne fait de mal qu'à toi-même, ma petite. » La vraie transformation vient quand on arrive à pardonner sans oublier. « J'accepte vos excuses, docteur Philippe », a-t-elle dit. Enfin, mais la transformation n'est pas seulement demander pardon, c'est changer ses actions et vous avez changé. Cet après-midi-là, Nathalie est allée visiter la pelleteuse ITAT 8007, la machine qui avait tout changé. 0,0 tonnes de minerais par heure. Nathalie a posé sa main sur le métal vibrant, sentant la vie pulser à travers lui. Une plaque de bronze avait été soudée sur la structure latérale, bien visible. Les mots brillaient sous le soleil, réactivés par Nathalie Lefebvre en juin 2024. Le savoir ne réside pas seulement dans les diplômes, mais aussi dans les mains qui travaillent, en dessous, en plus petits caractères, en mémoire de Pierre Martin, 1952-2023, et Michel Lefebvre, 1965-217. Des maîtres qui ont enseigné que respecter la machine, c'est respecter ceux qui l'opèrent. Nathalie est restée là un long moment, écoutant le ronronnement du moteur, sentant la vibration familière. Elle a pensé à la jeune fille de 13 ans qui avait commencé comme aide, qui avait été ignorée et sous-estimée pendant des années, qui avait failli abandonner. Elle a pensé aux autres femmes qui travaillaient maintenant là, ayant des opportunités qu'elle n'aurait jamais imaginées possibles. Son portable a sonné. C'était Madame Isabelle, sa mère. « Ma fille, je viens de voir dans le journal. Ils disent que tu es la plus jeune directrice technique de France dans l'exploitation minière. C'est vrai ? » ?»« Oui, maman. » Nathalie a souri. « C'est vrai. Ton beau-père serait si fier, Monsieur Pierre aussi. »« Je sais, maman, je sais. » Quand Nathalie a raccroché, elle a regardé l'horizon des Cévennes, les montagnes de minerais, le ciel immense de l'Auvergne, et a compris quelque chose de profond. Son parcours n'avait jamais été de prouver sa valeur à des hommes comme Philippe. Il s'agissait d'ouvrir la voie à toutes les jeunes filles qui viendraient après elle, toutes les futures Nathalie qui naîtraient dans les banlieues, eux qui apprendraient avec des vétérans sages, qui auraient du talent mais n'auraient pas d'opportunité. Maintenant, elles avaient cela. C'était la vraie révolution. La mine de Saint-Étienne n'était plus seulement une opération minière. C'était la preuve vivante que le savoir vient sous de nombreuses formes, que le respect ne se gagne pas avec des diplômes, mais avec la compétence, et que sous-estimer quelqu'un par son apparence ou son genre, c'est gaspiller un talent extraordinaire qui pourrait tout transformer. Nathalie Lefebvre avait gagné non seulement pour elle-même, mais pour toutes celles qui viendraient après elle.